À l'origine de ce podcast, il y a l'inconnu. Que vais-je entrevoir à chaque nouvelle fois que j'ouvre la porte, que je questionne l'intime ? La plupart du temps, je découvre au fil de la conversation que j'ai avec la personne qui m'accorde son témoignage, le portrait d'un père, sans savoir qui il est ni à quoi il ressemble. Les histoires m'embarquent dans des mondes, des époques, des lieux que je ne connais pas toujours. Elles me rappellent pourtant des sensations, des émotions que j'ai déjà vécues, déjà senties. Elles me font rire ou m'interpellent. Elles me rendent triste ou me donnent de l'espoir. J'imbrique ensuite les éléments de ces histoires pour tenter de transmettre les émotions qu'elles ont suscitées chez moi à d'autres. L'histoire de Grégory m'a beaucoup touchée. Selon moi, elle vient poser une question cruciale. Que se passe-t-il une fois que la porte de la maison familiale s'est refermée ? On ne peut pas comprendre ce que l'on ne connaît pas. On ne peut pas corriger ce qu'on refuse d'admettre. Mettre un pied dans la porte, passer un regard au-dedans, c'est donc essentiel pour se rendre compte et finalement pour changer les choses. Je suis Léa Specht et je vous propose d'écouter Lettre au père, un podcast sur nos pères et sur ce qu'on aimerait leur dire. Très cher père, tu m'as demandé l'autre jour pourquoi je dis que je te crains. Dans notre culture, la grande majorité des gens appliquent une règle tacite qui exige que les secrets patriarcaux ne soient pas diffusés afin de protéger le règne du père. Mon père, ce héros au sourire si doux. Parfois, quand tout allait bien, je crois que mon père aimait vraiment avoir une famille. Grégory m'a raconté l'histoire de son père, né dans les années 60 dans une famille installée en Lorraine, à la frontière avec l'Allemagne, une région minière et cosmopolite. Mon père, il est né à Forbach dans les années 60. Début des années 60, d'un père et d'une mère espagnols immigrés de Valence, et il vient d'une famille nombreuse, très nombreuse. Je crois que mon grand-père était à la mine de charbon. Il bossait là, il est venu en France en fait pour ça, parce qu'il n'y avait pas de travail chez eux. C'était dur, c'était pas facile, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de sentiments, c'était chacun pour soi un peu comme ça. Il n'y avait pas de projet, pas de vacances, c'était juste le train-train quotidien. Essayer quand même, tant bien que mal, de subvenir aux besoins de la famille, quoi. Et c'est tout, hein. Le père de Grégory commence à travailler, d'abord à la mine, avant de découvrir le métier de plâtrier qu'il exercera tout le reste de sa vie. C'est dans sa petite vingtaine qu'il rencontre la mère de Grégory. Enfin, mon père, il rencontre ma mère. Mon père avait 22 ans, ma mère 24 ans. Dans les années 80. Et de ce que j'ai compris, ils se sont très vite mariés et ils ont très vite eu un premier enfant. Et je crois, enfin, ça, je sais pas si c'est romancé ou pas, mais il me disait qu'en fait, à l'époque, il parlait sur la Sibylle avec des filles et que c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. La Sibylle, c'était les radios à l'époque. Mettais sur une fréquence et en fait tu pouvais parler avec tous les gens qui étaient sur ta fréquence. C'était comme ça, ça se faisait comme ça à l'époque. Il n'y avait rien en fait pour sortir. Ils n'avaient pas de sous en fait, je pense que ils traînaient un peu dehors et puis voilà, ils utilisaient un peu ça et c'était un peu rigolo, ils parlaient avec les filles, ils se rencontraient et voilà. Mes parents se rencontrent en 84, ils ont mon frère en 84, ensuite moi en 86, donc pas longtemps après, 1 an et 4 mois après, et ils ont eu ma sœur encore en 90, qui n'était pas prévue. Et donc on est 3 enfants. J'ai eu une enfance plutôt heureuse, une petite enfance plutôt heureuse je dirais jusqu'au collège. Primaire, c'était super, on faisait plein de trucs. Même avec mon père, j'ai des super souvenirs de balades en luge, de bonhommes de neige, de choses d'enfants en fait. La semaine, on ne le voyait pas trop. On le voyait, le matin, il partait, je crois, vers 7h moins quart, et il rentrait vers 5h30. Donc nous, on mangeait tout de suite dès qu'il rentrait, parce que il avait la dalle, vu qu'il... C'est un métier physique quand même, et après, il dormait. Il s'endormait tous les jours sur le canapé,
la semaine. Et le week-end, il faisait quand même à manger. En fait, j'ai des souvenirs il faisait des grosses salades, où il faisait du pain perdu, et puis on regardait la télé, on regardait des dessins animés, puis il nous ramenait le petit déj dans le salon, donc il participait quand même. Je pense qu'il avait envie. Bon, je pense qu'il y avait déjà des petites tensions, mais ça, on s'en rendait pas trop compte. Enfin, en tout cas, ma mère arrivait à faire en sorte qu'on se rende pas compte de tout. Et ça s'est un peu corsé au collège, mais je pense que c'est aussi parce que on était plus conscient. On se rendait compte qu'il y avait des problèmes, et puis on voyait bien que il y a des mots qui sortent quand ils s'engueulent. Et les mots, tu les comprends en fait quand t'as 12-13 ans. Et puis après au lycée, alors là, c'était la catastrophe. C'était l'ambiance horrible à la maison. C'était très triste, très tendu, très pesant. Et je pense que ça a été vraiment crescendo, comme dans n'importe quel couple qui a du mal à se séparer, en fait. C'est normal, hein. Mon père, il était très serviable, très joyeux, toujours partant pour boire une bière, toujours partant pour faire une fête. Tout le monde l'aimait bien. Il était hyper cool. Les années là, franchement, les années où ça allait bien, franchement, c'était super parce que moi, j'habite dans une rue, en fait, où c'est une rue de maisons de mineurs, donc tu as 8 maisons d'un côté, 8 maisons de l'autre, et c'est très collé. Tout est très concentré, en fait, et des maisons pas très larges et très hautes. Donc, en fait, c'est comme une petite communauté. Il y a 16 maisons, et en fait, on était tout le temps dehors. C'est comme si un peu, en fait, on vivait dans un genre de camping avec les mêmes gens tout le temps. Et comme c'est que des gens de la rue qui pouvaient se garer dans la rue, on était dehors, les gens étaient dehors, ça buvait des coups tous les soirs. C'était génial, il y avait une super ambiance. On faisait même des grandes fêtes où on bloquait la rue, on mettait une piscine au milieu. Mon père, c'est toujours lui qui organisait, il mettait de la musique, il ramenait de la sono, il mettait des lumières, il achetait des déguisements pour tout le monde, il achetait des tonnes d'alcool, il faisait des barbecues. Et en fait, on faisait la fête. C'était la fête dans la rue. Tout le temps. Tout l'été, c'était la fête. Quand j'étais petit. Ça a changé après. Ça a changé. Les gens sont plus restés chez eux. Et ça a aussi été à partir de là que je pense que tout a changé à la maison chez nous aussi. J'ai vraiment vu une dégradation progressive, en fait, de l'ambiance familiale. Ils se sont mariés, ça s'est bien passé, ça devait être tout beau tout rose au début, mais bon, ils ont fait un enfant très vite. Ils ont emménagé dans la rue où mes grands-parents habitaient, donc en fait on habitait nous dans la même rue que mes grands-parents, à 2 maisons d'écart. On vivait dans une maison avec pas grand-chose, et bon, je pense que mon père, ça lui suffisait pas. Il avait besoin de plus, donc moi j'ai appris bien plus tard qu'en fait il a eu beaucoup d'aventures, en fait. 3 mois, quoi, que mon frère était né, il allait déjà voir ailleurs, quoi. Et quoi, si tu touches quelqu'un, c'est lui. Il y avait des promesses comme, bon, le truc classique, hein, voilà, je te trompe, il y a une crise, je te promets que je le ferai plus, puis rebelote, et puis c'est sans fin, quoi. Et elle a le cul entre deux chaises, entre guillemets, parce que d'un côté, elle a ses gosses où elle se dit, bon, faut que je fasse tout pour la famille, et de l'autre côté, elle se fait trahir, et puis elle est tiraillée entre les deux, et elle a choisi de protéger sa famille. Toute sa vie, en fait. Et ça, nous, on s'en est rendu compte bien plus tard, de tout ça. Qu'elle a fait tout ce qu'il faut. Et lui, il a pensé qu'à lui. En fait, mon père, il était en déplacement tous les semaines pendant des années. Il travaillait à Paris.
sur des gros chantiers, donc c'est ce qu'il disait. Tu vois, donc on ne sait pas en fait. En tous les cas, le truc c'était, il partait le lundi matin ou le dimanche, non le lundi matin, et il rentrait le vendredi. Donc ça c'était plutôt vers la fin, les dernières années un peu catastrophiques. Au début non, il travaillait dans le coin. Il a bossé d'abord en tant qu'employé. Après, il a voulu monter sa boîte, mais c'était pas un très bon gestionnaire, donc ça n'a pas marché. Et du coup, il est retourné après travailler en salarié, en fait. Et il était plutôt bon. Il était apprécié, tout le monde le voulait. Je suis pas capable de juger, mais je pense que c'était un bon artisan. Et après, de fil en aiguille, la boîte pour laquelle il travaillait, ils ont eu des gros chantiers. Il y avait à Strasbourg, il y avait à Paris, il y avait à Nice. Et en fait, mon père, il partait toujours la semaine. Il travaillait comme un fou et il rentrait le week-end. Et là, il était épuisé. Donc, d'où encore le truc où il ne faut pas faire de bruit, il supportait rien, il gueulait tout le temps parce qu'il était au bout du Rolls. Et là, c'était fini, les petites salades et les pains perdus. C'était fini, ça. Le dimanche, c'était calme. Il fallait du calme. Je l'ai vu, en fait, il devenait rabougri, il râlait tout le temps. Et je pense que la fatigue, plus le quotidien, plus le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent, c'est quand même compliqué. Quand tu vois d'autres dans ta rue qui ont plein de choses, qui profitent, ils font plein de vacances, et je pense que ça, c'est pas si simple. Élever 3 gosses, c'est pas simple. C'est sûr que c'est plus rigolo d'aller tirer un coup à droite à gauche. Mais bon, je me dis, les choix dans la vie, tu les fais, quoi. T'es pas obligé de céder à tout, quoi. Sous prétexte que la vie, elle est dure, c'est le cas de plein de gens, donc c'est que tu le veux bien. Aussi. Tu peux résister, en fait, et dire, bon, j'ai pas le droit, en tant que père de 3 enfants, de déconner. Même si j'en ai envie, on n'est pas obligé de céder, en fait. Et je pense que ça a été le pire, en fait, enfin, le pire... Pour ma mère, ça a été... Je pense un peu le pire. Moi, je pense qu'en fait, il avait une double vie, une genre de double vie avec des femmes. Il dépensait, je sais pas, il devait aller au resto, ou je sais pas ce qu'il faisait, parce que je sais que notre argent, nous, de la communion, quand on a fait notre communion tous, mon père, il a tout raflé. Moi, j'avais mon argent dans une genre de théière, comme ça, dans un vaisselier. Mon frère, il avait son argent dans une autre théière, dans un vaisselier. Et ma sœur, elle avait plus d'argent sur un compte, parce qu'elle avait eu un accident, et l'assurance lui avait donné des sous. Il a tout pris. Tout. Les 3. Donc, moi, je demandais à ma mère, mais ils sont où les sous un gosse, tu vois, et ma mère, elle me dit, ton père, il a emprunté, il remettra. Jamais remis, hein. Jamais remis. Ma mère, elle voyait tout. Elle savait tout. Elle savait tout. Ma mère, j'ai des souvenirs d'elle. C'était une femme fermée. Elle avait le visage... elle avait les traits tirés, en fait, tout le temps. Parce que je pense que c'était l'horreur. Au quotidien, c'est des années d'insomnie, de bataille, d'engueulade, de je te vire, non tu reviens, je te vire, non tu reviens. Et je pense que c'était épuisant, quoi. Moi, j'ai un regard d'adulte et je me dis, en fait, je me dis surtout qu'est-ce que ma mère a subi, en fait, toutes ces années, parce que ça a duré des années, où il faut faire bonne figure, où il faut élever tes gosses, faut qu'ils aillent à l'école, faut qu'ils aient assez à manger, faut que plein de choses, en fait. Et à côté de ça, t'as tout le reste, en fait, l'envers du décor. Ce que je disais, c'est que c'est la catastrophe dans leur couple. Et je pense que je sais pas tout. Ma mère, en fait, elle était femme au foyer, elle a jamais travaillé.
Je pense que ça a aussi favorisé le fait qu'elle n'ose pas partir, en fait, parce que comment tu fais, en fait, avec 3 gosses? Comment tu fais pour payer l'école? Comment tu fais pour manger? T'as jamais travaillé? Et elle pouvait pas partir, elle avait nulle part où aller, en fait. Moi, j'aurais aimé que ma mère travaille. Je lui ai déjà dit, en fait, que pour moi, c'était un trop gros sacrifice qu'elle a fait. Moi, j'aurais aimé que ma mère, elle travaille et qu'elle lui dise « va se faire foutre, je me casse avec les gosses ». J'aurais aimé, en fait, qu'elle ait elle aussi un salaire. Et qu'elle ait les couilles et le courage de pouvoir se dire « je me casse ». Parce que, voilà, je vais pas galérer. Moi, j'aurais aimé ça. Mais bon. Et puis aussi, c'est pas que la dépendance économique, c'est que je pense que ma mère ne voulait pas casser la famille. Pour nous. Donc c'était compliqué. Très compliqué, je pense, pour elle. Grégory m'a raconté que sa mère a pourtant essayé plusieurs fois de rompre, mais que les difficultés rencontrées et l'espoir d'un changement ont fait de ces séparations des ruptures temporaires. Il est parti... C'était au tout début des téléphones portables, parce que je me souviens, ça devait être quoi? Je devais être en 4e ou 5e. Donc je dirais que t'as quoi, 13 ans, 14 ans? Bon, ça devait être dans les années 90. Donc ma mère a viré mon père. Cette fois-ci, bon, ils se sont séparés, il est parti. Il a pris un appartement à Forbach. Franchement, je me souviens qu'il nous a un peu laissé dans la merde. Lui, il faisait sa petite life. Ma mère, on galérait quand même un peu, hein, parce que bon, fallait trouver assez de sous pour manger, il fallait trouver pour l'école, et il s'est pas trop préoccupé de nous. Moi, j'ai pas souvenir en fait qu'il venait tous les week-ends pour, je sais pas, faire des courses ou je dis des conneries, quoi, tu vois, même pour venir nous voir. Et je pense que c'était vers le temps de Noël, parce qu'il est venu à Noël nous ramener des téléphones portables. À 1000 francs le téléphone portable. Chacun, il nous en a acheté un pour ma soeur, un pour mon frère, un pour moi. Moi, j'étais content. Mais je me dis, le mec, les 1000 francs, donne-les à ma mère pour qu'elle achète à manger, plutôt que de nous acheter des portables pour nous acheter. Pour dire, ouais, je suis un papa cool, je vous achète des téléphones, en fait. Et c'était que des trucs comme ça. Donc, en fait, tu laisses tes enfants et tu viens un peu en grand seigneur à Noël nous donner des téléphones à 1000 francs, quoi. Puis, ma mère, à côté de ça, elle avait pas de sous pour nous faire des cadeaux, donc on avait un mini rikiki truc de ma mère, et puis lui, c'était grand cadeau, quoi, tu vois, c'est... Mais on n'en voulait pas, en fait, parce que nous, on savait, en fait, même j'étais jeune, je le savais, je voyais très bien qu'elle faisait ce qu'elle pouvait, en fait, et qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait au maximum. Parce que je pense que c'est pas ça, parce que ma mère, je pense qu'elle l'aimait, en fait. Et qu'elle a fait... Elle a fait l'impasse sur plein de choses, en fait. Elle s'est toujours dit, bon, peut-être on va y arriver. Jusqu'au bout du bout, je pense. Et je pense que lui en profitait parce qu'il voyait qu'elle revenait. Ou qu'elle le reprenait. Il pouvait faire ses conneries, il y avait une petite crise, il revenait, et reconnerie, recrise, je reviens. C'était comme ça sans fin. Puis à côté de ça, tu t'occupes pas de tes enfants, tu la laisses tout gérer, c'est confortable, quoi, quand même, hein. Tu rentres, la bouffe, elle est faite, et elle cuisinait hyper bien, ma mère, donc elle se faisait chier, quoi, pour nous. Beaucoup. Et lui, il venait, il travaillait, il ramenait son chèque à la fin du mois, il posait ses pieds sur la table, et il faisait ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait. C'est pas normal, en fait. C'est facile, en fait, de juste aller travailler. Et de ramener un chèque, tout le monde peut le faire, ça. Mais s'occuper de tes gosses, éduquer tes gosses, tenir une maison, enfin tout ça, c'est plus d'efforts, en fait. C'est tous les jours, c'est 24 heures sur 24. C'est 7 jours sur 7. C'est pas juste un boulot où tu pars à 7 heures et tu rentres à 17 heures. C'est beaucoup plus que ça. La relation entre les parents de Grégory se dégrade tellement que ce dernier commence à fuir sa maison. De fait, ses liens avec son père commencent aussi véritablement à se distendre. Moi, j'ai commencé à aller un peu en boîte de nuit, et là, ils m'ont plus vu, en fait. Je partais le vendredi, j'entrais
Le samedi matin, je dormais toute la journée, je sortais le samedi soir et c'était que ça. Je fuyais en fait. Parce que c'était pesant. À la fin. J'ai vu qu'il y avait autre chose que ma famille, que ma maison et c'était nécessaire en fait. Pour moi, de voir autre chose. Et de sortir de cette maison en fait. Parce que l'école, bon, c'est pas ma grande passion moi dans la vie, donc c'est pas ça qui me nourrissait en fait. C'est les autres, c'est mes amis, c'est ma deuxième famille en fait. Je me suis reconstitué un cocon dans lequel je me sentais bien et en sécurité et ça m'a beaucoup aidé. C'était nécessaire en fait. Et après moi j'ai moins vu en fait ce qui se passait, mais c'est là que ça a commencé. Ma mère elle a commencé à se dire qu'elle voulait divorcer en fait. Mais ça a été très compliqué. Il n'a pas accepté en fait. Il n'a pas du tout accepté. Donc c'était avant que je déménage. Ça, une année avant que je déménage. Et donc là, c'était déjà très tendu à la maison. Ça sentait vraiment la fin. Moi, je leur disais tous les jours à table, il faut que vous divorciez, mais vraiment tous les jours, quoi. Et c'était pesant, très pesant, et des visages très fermés, beaucoup de tristesse, d'angoisse. Tu voyais qu'en fait, c'était pas la joie, tout le monde était un peu triste à table. Et donc ma mère, à un moment donné, elle a pris la décision de divorcer. Enfin, elle a voulu, et donc elle l'a dit à mon père, elle a dit que voilà, elle voulait qu'il parte. Je pense qu'elle voyait très bien que c'était l'horreur pour tout le monde. Et après, bon, je sais pas ce qu'il faisait lui dans son dos, ça devait peut-être un peu pire aussi, ça je me souviens plus trop. Et donc, quand elle a pris cette décision-là, mon père, il a pas supporté, et c'est vrai que j'ai des souvenirs de mon père, parce qu'il m'emmenait toujours le matin C'était quand? Le samedi matin. Le samedi matin, il m'emmenait toujours à la gare, pour que j'aille travailler à mon stage à Metz. Donc il m'amenait assez tôt le matin, et là, il pleurait dans la voiture, en me disant que voilà, il savait pas quoi faire et tout, il voulait pas divorcer. Et puis moi je lui disais, en fait, t'as un peu mérité, quoi. Enfin, je lui disais pas que t'as un peu mérité, mais je lui faisais comprendre que bon, c'était un peu légitime du point de vue de ma mère qu'elle avait divorcé, parce que voilà, il a fait beaucoup le con et tout, et ça il l'entendait pas, il l'acceptait pas. Et moi à l'époque là, je sortais quand même beaucoup les samedis soirs, parce que je voulais plus rester à la maison, vu que l'ambiance était horrible. Et un jour, je sais plus à peu près quand, ma mère, elle m'appelle, un peu en panique, et elle me dit, texto comme ça, elle me dit, il faut que tu rentres. Je sais plus si elle m'a dit, ton père a voulu me tuer, ou un truc comme ça. Et donc moi, je comprends pas trop ce qui se passe, et je rentre chez moi, et puis là, je vois, j'arrive, il y a mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, ma cousine, le mari de ma cousine, et puis et ma mère avec une tête mais horrible, mais vraiment horrible. Elle avait les traits tirés vers le bas, et puis mon père, je voyais qu'il était mal à l'aise, et il essayait en fait de faire comme si de rien n'était. On mange dans cette ambiance horrible, et bon, la soirée se finit, tout le monde se couche, et je sais plus quand j'ai parlé à ma mère, mais elle est venue me voir, je crois, en me disant en fait que mon père il avait pété un plomb, que en fait elle l'avait pas reconnu, elle me dit il avait les yeux exorbités, complètement exorbités, qu'elle trouvait que c'était un autre homme, et en fait il l'a menacé avec un fusil. Il avait un fusil, des cartouches à mettre dans le fusil, il avait du scotch, et il lui a dit qu'il allait l'attacher à la chaise, et que si elle voulait divorcer, il supporterait pas en fait. Et donc il a aussi menacé de nous tuer, nous, les 3 enfants, si elle restait pas avec lui.
Ça a été horrible pour elle parce que elle a fait semblant en fait de rester. Pendant combien de temps, je ne me souviens plus. C'est un peu flou en fait tout ça pour moi parce que c'est des choses que j'ai essayé d'oublier en fait et c'est pas très précis en fait encore dans ma tête. Moi je sortais plus parce que j'avais tellement peur que mon père tue ma mère que je me disais je reste dans ma chambre et puis voilà, s'il arrive quelque chose, je sais pas ce que je ferai mais j'essaierai de faire quelque chose. Et au final je pense que il a rien fait physiquement mais il l'a montré. Il a montré de quoi il était capable en fait. Et ce dont il serait capable si elle faisait pas ce qu'il voulait en fait. Et à un moment donné, en fait, le temps est un peu passé et il est redescendu un peu quand même, mon père. Donc je pense qu'il s'est rendu compte qu'il a été carrément trop loin et là, ma mère, elle en a profité en fait et elle a dit vraiment là tu te casses. On lui a demandé de partir. On a tous voulu qu'il parte. On l'a chassé en fait. Et c'est là qu'il est parti. Je sais pas ce qui s'est passé. De ce que ma mère me dit, c'est qu'il a pété un plomb. Enfin, je l'imagine avec les yeux exorbités. Je me dis, ça a dû être horrible en fait de le voir comme ça. Pour elle, parce qu'elle s'est dit, là, il va me tuer en fait. Il a une tête de tueur en fait. Il n'a pas sa tête de tous les jours en fait. Il a une tête de quelqu'un que je reconnais pas. Donc je sais pas comment c'est possible en fait. D'en arriver là. Et de menacer de tuer tes enfants, en fait, Et tout ça, c'est impardonnable. En plus, c'est impardonnable. La mère de Grégory divorce. Elle rencontre un autre homme qui habite en Corse. Elle décide de l'y rejoindre avec sa fille pour recommencer sa vie. Donc elles sont parties, elle et ma sœur, parce que ma sœur avait encore... elle n'était pas majeure, elle devait avoir 16 ans. Elles sont parties vivre en Corse. Et une fois là-bas, ma mère appelle mon père pour lui dire j'ai déménagé, j'ai rencontré quelqu'un. Et là, ça a été le drame. Le drame parce que mon père, il a pété un plomb. Donc il nous a tous appelés, mon frère, ma sœur et moi, pour nous dire que c'était de notre faute, que en fait on était dégueulasse de ne pas lui avoir dit que ma mère avait quelqu'un, et que grosso modo on ne entendrait plus jamais parler de lui. Bam, il me raccroche au nez. Et j'ai pu parler à mon père pendant 10 ans. Moi, j'ai fait ma petite vie tranquille, je pense plus à mon père, ma sœur, en fait, on pensait plus à notre père. Tout allait bien. Et là, d'un coup, il s'est réveillé, il a dit je vais appeler mes enfants. Il a appelé chacun de nous pour nous revoir et pour nous parler. Et il m'appelle, et donc je lui donne rendez-vous dans un super restaurant un peu chic, et je me dis, voilà, comme ça, il sera bien mal à l'aise. Et donc je l'emmène là-bas, et puis là, il commence à me sortir... voilà. Et c'est là que j'ai parlé en fait des tromperies, que je savais que pourquoi il a fait ça, je lui ai demandé. Et donc ces explications, c'est qu'il a essayé de résister mais qu'il ne pouvait pas, qu'il aime encore ma mère, que c'est la femme de sa vie, blablabla, femme de sa vie, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ça. Et moi je lui disais, mais elle a quelqu'un en fait. C'est plus la femme de ta vie en fait, elle reviendra jamais. Faut arrêter d'espérer, là c'est foutu en fait. Et puis après je lui ai dit, mais je dis, tu te rends pas compte en fait que tu as abandonné tes enfants?
Et ça, il n'a pas supporté. Il m'a dit non, je vous ai pas abandonné. Moi, j'ai fait une dépression pendant 10 ans. J'étais là, mais il retourne encore la situation. Il est venu, en fait, moi je sais pourquoi, c'était pour se vider sa conscience. Il avait des choses à dire. Il s'en foutait de ce que nous on avait à dire. Il voulait vider son sac et repartir. Moi je l'ai vécu comme ça, parce que au final il est venu, il nous a dit bon voilà, j'ai fait le con, oui bon, j'ai eu plein d'aventures, mais bon je suis un homme à femme entre guillemets, je pouvais pas m'empêcher. J'ai pas abandonné mes enfants parce que j'ai fait une dépression, donc je pouvais pas vous voir. Et ah bah non, j'ai pas voulu tuer ta mère, c'est juste que c'était pour lui faire peur. Voilà son explication. Grosso modo, c'était ça. Minimisation des choses. 10 ans après. Il m'a fait de la peine en fait. Je me suis dit mais il est tellement ridicule. Il sait tellement pas comment s'en sortir que je le trouvais mais tellement pathétique que j'en ai pleuré. J'avais pas mal pour lui, c'est que je le trouvais pathétique. Pathétique de dire tout ça, quoi. Et donc, après, j'ai réfléchi et je me suis dit, voilà, il a fait un pas en avant. Même s'il a dit ça, je me suis dit, allez, je vais essayer. Je vais essayer de le comprendre et je vais essayer de lui pardonner, en fait. Je vais essayer de lui pardonner. Je l'ai revu une fois, je crois, chez mon frère. Et après, il m'a fait un sale coup. Il m'a fait un sale coup, dans le sens où donc, mon père, il a une femme depuis 10 ans. En plus, il a une femme depuis 10 ans. Et en fait, un jour, cette femme-là, donc, elle m'écrit sur Facebook et elle me dit je te félicite pour ton nouveau salon à Metz, bravo. Et moi, je lui réponds, je lui dis mais en fait, j'ai pas de salon à Metz. Et là, elle m'écrit putain, c'est vraiment un connard ton père, il m'a à nouveau raconté des conneries, il m'a dit qu'il allait visiter un local avec toi à Metz. Et là, je me suis dit c'est fini. C'est fini. Et depuis le jour-là, j'ai plus de nouvelles. J'ai décidé que mon père et moi, on n'aurait plus du tout de relation. Grégory m'a décrit son père comme quelqu'un de jovial, de sympa, drôle et travailleur. Quelqu'un qui s'ennuyait dans sa vie de famille. Quelqu'un qui était aussi roublard, manipulateur et menteur, qui allait voir ailleurs. Ce n'était pas pour autant un monstre. C'était Monsieur Tout-le-Monde. Un jour, Monsieur Tout-le-Monde, dont le couple va mal depuis des années, choisit face à la décision rationnelle prise par sa femme de demander le divorce, de prendre un fusil et de le braquer sur elle, en menaçant également de tuer ses enfants. Qu'est-ce qui fait qu'un jour Monsieur Tout-le-Monde puisse se dire que c'est de l'ordre des possibles de faire une chose pareille ? Même des années après, comment arrive-t-il encore à le justifier ? Le père de Grégory n'est pas un monstre, c'est un homme normal, comme ceux qu'on croise à la boulangerie tous les jours, qu'on voit aux réunions de famille, à qui on sourit dans le bus en allant au travail. Comme le dit Rose Lamy dans son ouvrage En bon père de famille, publié aux éditions J.C. Lattès, les hommes violents sont là, parmi nous, exactement dans la norme sociale, au cœur de nos foyers. Un homme normal peut menacer de détruire et de tuer. Parfois, il passe à l'acte. En France, en 2023, selon le collectif Nous Toutes, il y a eu 134 féminicides. Maintenant, il faut regarder cette vérité en face. Il faut ouvrir les portes closes. Et rappeler aux hommes, toujours, encore, en permanence, que leurs femmes, que leurs enfants ne leur appartiennent pas. Comme à chaque épisode, j'ai demandé à Grégory ce qu'il souhaiterait dire à son père. J'aimerais qu'il me laisse tranquille. Qu'il fasse sa vie et que je fasse la mienne et c'est tout. Qu'on en reste là. J'ai décidé de ne plus avoir de peur. Et je suis heureux. C'est tout. Et puis j'ai ma mère et j'ai mon beau-père en fait. Ma mère et mon beau-père, ils me comblent. Ma mère, elle me comble pour deux en fait. Elle m'a toujours comblé pour deux, donc en fait, j'ai pas de carence affective. Je me sens pas en fait. Je me sens pas en manque d'amour en fait. Et mon beau-père, bon, c'est le maillon qui est arrivé après,
qui comble tout ça. Et en fait, on est une famille recomposée, heureuse. Aujourd'hui.